Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, Shalom Aleichem, on continue maintenant donc sur notre rubrique Sciences et Torah avec un examen précis et détaillé donc de la théorie de l'évolution. Dans les précédents clips que nous avons enregistrés, on s'est penché sur les approximations et les affabulations. Les approximations, c'est tout ce qui touche au hasard. Je vous renvoie à ce qu'on a pu écrire ce qu'on a pu dire sur cette question. Les affabulations, c'est le modèle de base de la théorie de l'évolution qui partait donc du modèle lamarckien. Lamarckien venant de Lamarck, qui est donc un naturaliste français. On s'est penché notamment sur le cas de la girafe, qui est un cas emblématique. On va maintenant se pencher sur ce qui apparaît dans vos livres de sciences naturelles. Depuis à peu près une soixantaine d'années, continue à apparaître dans les livres de sciences naturelles, dans les livres qui traitent de la théorie de l'évolution, des images qui relatent l'existence d'individus ayant été, d'après les théoriciens de l'évolution, ayant été des chaînons intermédiaires dans l'évolution, entre guillemets, donc de l'homme, l'homme passant du voisinage des singes ou du voisinage des hominidés simiesques à l'individu moderne que l'on voit aujourd'hui. Alors on va examiner un peu ces cas-là parce que ce sont des cas très intéressants. On a intitulé ce cours-là les supercheries de la théorie de l'évolution parce qu'il s'agit de véritables supercheries qui ont été reconnues comme telles, mais qui continuent à fonctionner dans on va dire dans la bibliographie évolutionniste, un peu comme des bornes de référence, d'une manière ou d'une autre. Alors, à tout seigneur, tout honneur, on va commencer avec la première supercherie, c'est l'homme de Piltdown. L'homme de Piltdown, il doit son nom à une ville donc, qui est en Angleterre. En 1912, il y a un monsieur qui s'appelle Charles Dawson, qui était un avocat, qui était aussi un amateur donc, de recherche archéologique, qui met la main donc, sur des morceaux de crâne donc, dans une carrière, à la ville de Piltdown, c'est en Angleterre. Et donc, on va très très vite se livrer à l'examen. Enfin, c'est qui on? C'est les scientifiques amis de ce Charles Dawson, notamment Woodward, qui vont donc se livrer à l'examen donc, de ce crâne. On va très vite également retrouver un morceau de crâne vraisemblablement simiesque, d'origine simiesque. Et donc, en assemblant les deux, effectivement, on obtient le fameux homme de Piltdown. Et l'homme de Piltdown, à partir de 1912, va orner toutes les unes des journaux, on va en parler, on va le mettre au British Museum, et ça va durer comme ça jusqu'en 1953. Qu'est-ce qui se passe en 1953? On examine cette fois-ci les restes de cet homme donc, de Piltdown, le crâne et la mâchoire d'origine simiesque, et on s'aperçoit effectivement que le crâne était le crâne d'un homme n'ayant pas plus de 500 ans, et la mâchoire étant donc la mâchoire d'un orang-outan. Donc il y avait là une supercherie totale, et on se rend compte effectivement que le fluor avait été trafiqué, on se rend compte également que la dent avait été limée, on se rend compte également que c'était une supercherie. On pense aujourd'hui, je vous renvoie aux nombreux sites qui parlent de la question, que le paléontologue français Pierre Teilhard Deschardins a vraisemblablement été à l'origine donc de cette supercherie. Ce qui est intéressant, c'est que cet homme de Piltdown, il a orné toute la bibliographie donc évolutionniste pendant près de 40 ans. Alors, il y a un autre cas également qui est plus cocasse, qui est l'homme du Nebraska. L'homme du Nebraska, là, c'est plus rigolo parce que pendant des années, on a représenté cet homme avec sa compagne vivant dans une atmosphère bucolique. Donc, c'était un des premiers hommes. Il était sur Terre, il était en train de se livrer à ses activités quotidiennes. Comment est-ce qu'on a bâti la légende de l'homme du Nebraska à partir d'une dent? Un jour, on a trouvé une dent. Il n'a pas fallu très longtemps, ça a pris à peu près une vingtaine d'années, pour se rendre compte que cette dent était une dent de porc. Donc, cet homme du Nebraska, en vérité, c'était un porc. Et c'est là qu'on s'est rendu compte, effectivement, que là encore, on avait fabriqué tout un mythe avec un être qui n'existait pas. Alors, pourquoi est-ce que, dans la première moitié du XXe siècle, on a besoin de bâtir ce genre de mythologie? Tout simplement parce que dans la première moitié du XXe siècle, on a besoin d'asseoir cette théorie selon laquelle donc, il y a des chaînons, qui sont les chaînons qui accrochent, en quelque sorte, la chaîne du vivant contemporain, c'est l'homme moderne, avec donc cette origine simiesque. Alors au passage, chose que je ne vous ai pas dit dans les présents clips, mais c'est intéressant de le dire aujourd'hui, à Paris, on organisait par exemple des expositions indigènes. Alors on faisait venir régulièrement donc des Africains, et on les mettait, on recréait donc les conditions dans lesquelles ils vivaient dans leurs réserves, et on disait, regardez, voyez, ça c'est notre ancêtre, tel qu'il était donc il y a quelques milliers d'années. C'est-à-dire qu'on utilisait des Africains qui étaient censés représenter le chaînon intermédiaire entre le singe et l'homme. Inutile de vous dire qu'il y a là un racisme évident. Quand on demande est-ce que Darwin était raciste, en vérité, c'est pire que ça. Darwin, c'était un homme chrétien blanc du 19e siècle,
et dont les thèses ont été reprises par des hommes chrétiens blancs, impérialistes, colonialistes du XXe siècle. Donc effectivement, ces gens-là ne reculaient devant rien, et donc ils organisaient donc, ces expositions indigènes. Il y a d'ailleurs un cas très connu d'un de ces indigènes qui, lorsqu'il s'est rendu compte de ce pourquoi on l'utilisait, a fini par se suicider. Il y a des cas qui sont beaucoup plus récents. En 2004, il y a un professeur allemand, le professeur Prost, qui lui a été surpris en flagrant délit de trucage des résultats des recherches donc, au carbone 14. Il a été renvoyé donc, de l'université où il travaillait. Et lorsqu'on s'est penché sur tous les cas qu'il avait examinés, sur tout ce qu'il avait, tout ce qu'il avait expliqué, développé comme thèse à partir de ses recherches, on est parvenu quand même à des conclusions qui sont quand même des conclusions assez renversantes. D'ailleurs, vous en livrez une, on la doit à un des contemporains donc, du professeur Prost, c'est un contemporain à nous, puisque ça s'est passé en 2004. D'accord ? Rappelons brièvement donc les faits pour le professeur Prost. Donc c'est un professeur de l'université de Francfort. Lui prétend avoir trouvé donc un crâne d'un homme de Néandertal. Effectivement, lorsque le crâne est expertisé en 2001, ce crâne qui avait été donc daté de 36 300 ans était en fait un crâne qui avait quelques milliers d'années tout au plus, avec un examen qui avait été fait au carbone 14. C'est intéressant parce que la durée de demi-vie du carbone 14, c'est-à-dire la décomposition des éléments radioactifs qui permet de dater donc au carbone 14, ne va jamais, de manière sûre et absolue, au-delà de 5730 ans. Livre cet élément à votre réflexion, ça nécessite encore quelques recherches sur la question. L'homme de Paderborn Sandeman, d'accord ? Celui-là a été daté de 274 000 ans, excusez du peu, en fait il avait à peine 2 siècles. Alors on s'est rendu compte en fait que le professeur Prost avait tout simplement, parce qu'il ne savait absolument pas utiliser les instruments de recherche au carbone 14, avait complètement truqué le résultat de ses recherches. Donc il a été renvoyé, et voici ce que dit Thomas Terberger, qui est un archéologue, qui est un expert auprès des universités allemandes. Les conséquences à long terme sont si déterminantes pour l'anthropologie. L'anthropologie, c'est donc cette science qui consiste à étudier les ossements. D'accord ? Enfin, en l'occurrence, il mérite leur nom, puisqu'en général, l'ossement, puisqu'il ne dit jamais la vérité. Les conséquences à long terme sont si déterminantes donc, pour l'anthropologie que cette science devra reconstruire la vie de l'homme durant ces dernières 40 000 années, entre guillemets, ce que dit donc cet archéologue. Ça veut dire que cette science qui s'appelle l'anthropologie, qui prétend dater des ossements, ne dispose pas de moyens fiables, sûrs et reconnus qui échappent à l'extrapolation. Ces moyens de datation sont des moyens qui supposent une méthode qui s'appelle la méthode de l'extrapolation. Alors, il faut expliquer ici un point qui est un point tout à fait fondamental, que d'ailleurs le Rabbi Lubavitch avait soulevé dans un dialogue qu'il avait avec des scientifiques. Il a donné une réponse qui est absolument magnifique. Voici ce qu'il dit. Il dit, lorsque les scientifiques travaillent, ils ont 2 méthodes pour travailler. Il y a la méthode de l'interpolation et la méthode de l'extrapolation. La méthode de l'interpolation, elle consiste à fixer des bornes, par exemple de 1 degré à 100 degrés, et soumettre un objet donc à une certaine chaleur. Et on va supposer que si à 1 degré il se passe tel phénomène et à 100 degrés il se passe tel phénomène, on pourrait supposer qu'à 50 degrés se passerait tel phénomène. La méthode de l'interpolation est une méthode qui est assez précise. La méthode de l'extrapolation, c'est différent. On va déterminer qu'entre 1 et 100 degrés il se passe tel et tel phénomène, et donc on va extrapoler en disant qu'à 200 degrés il se passera tel phénomène. Donc à 300 degrés, il va se passer tel phénomène. Donc à 10 000 degrés, il va se passer tel et tel phénomène. En un mot, on va extrapoler à partir d'une base de départ, et à partir de cette base de départ, on va parfois imaginer des éléments. On n'est plus dans l'extrapolation, parfois on est carrément dans l'imagination. C'est exactement ce qui se passe avec les moyens de datation, et c'est ce que nous enseigne cette affaire du professeur Prost, et c'est ce que veut dire cet archéologue ici, Thomas Terberger, lorsqu'il dit que l'anthropologie doit tout reconsidérer sur ces, entre guillemets, ces 40 000 dernières années. C'est que les moyens de datation permettent de manière sûre et absolue de dater à quelques dizaines d'années, donc des objets que les laboratoires de datation examinent, donc dans les 5000 dernières années, les 6000 dernières années. Mais au-delà, on est en général dans des méthodes d'extrapolation. Allez sur Internet et regardez, vous verrez que le carbone 14 ou la datation à l'argon ou au strontium ou tout autre moyen chimique n'a aucune fiabilité au-delà de 35 000 ans. Or, il se trouve que pour nous asséner ces centaines de millions d'années qu'aurait duré donc la vie sur Terre, ici sur le globe terrestre, on utilise toujours donc ces moyens de datation qui sont donc des moyens qui reposent sur l'extrapolation. Vous êtes d'accord qu'à partir du moment où on s'éloigne de la base de départ, on devient totalement imprécis. Et c'est exactement ce qui se passe, c'est exactement ce que révèle cette affaire. Donc autrement dit, voyons ici au travers de 3 cas, nous sommes purement et simplement dans le domaine de la supercherie. Plus récemment,
On a le cas de l'archéoptéore. Alors ça, c'est passé en 1999, c'est encore plus cocasse parce que cette fois-ci, on a carrément trouvé un animal qui aurait été moitié lézard, moitié oiseau. C'est pas l'archéoptérix dont je vous parle, c'est l'archéoptéore. Et ce fossile-là a été vendu pour 800 000 $. C'est-à-dire que l'amateur évolutionniste qui est venu mettre la main sur ce truc-là a payé 800 000 $ pour donc mettre cet oiseau-là donc entre les mains des musées occidentaux. Bah, très rapidement, là encore, après avoir payé 800 000 $, d'ailleurs je crois que c'est sur les frais du contribuable, puisque en fait ce sont des musées nationaux qui ont acheté ce fossile, et ben, on s'est rendu compte qu'en fait le morceau d'oiseau qui avait été utilisé, c'est en fait un oiseau qui s'appelle le Ianornis, qui est un oiseau mangeur de poissons, d'accord, c'est un rapace, donc à la manière d'un pélican par exemple, et donc en fait on a accolé deux corps complètement étrangers l'un à l'autre pour fabriquer un oiseau qui est un oiseau complètement imaginaire. Alors vous me direz, vous me citez ici 4 cas qui sont des supercheries. Il y aura quand même toute une série d'autres éléments. C'est quoi les autres éléments? Les autres éléments, c'est que très souvent, vous avez des chercheurs qui viennent, qui vous disent « on a trouvé un fossile et ce fossile est une espèce intermédiaire ». Alors pour dire qu'un fossile est une espèce intermédiaire, il faut qu'on connaisse l'espèce d'origine et il faut qu'on connaisse l'espèce d'arrivée. Or là encore, on est toujours dans le domaine de l'extrapolation. Qui me dit, par exemple, si je rencontre mon sosie, qui a 40 ans de plus que moi, qu'il est mon père? Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'en vérité, le créateur a créé deux individus qui se ressemblent à 40 ans de distance? Dire que deux espèces se ressemblent, est-ce que c'est forcément dire que ces deux espèces ont un lien de parenté? Alors là, on est encore à nouveau dans le domaine de l'extrapolation. On est dans le domaine de la théologie, on est dans le domaine religieux, on est dans le domaine du dogme. Je suis obligé d'admettre le dogme évolutionniste et donc de supposer à partir de là que des espèces qui se ressembleraient ont des liens de parenté. Des espèces qui se ressemblent peuvent parfaitement avoir été créées par un même créateur, avec chacune des petites différences qui les situent dans la complexité du vivant, dans une certaine zone de proximité, sans que pour autant on puisse parler de lien de parenté ou d'évolution. La parenté ne suppose pas du tout l'évolution. Et ça, là-dessus, les zoologistes aujourd'hui sont parfaitement d'accord, et même les paléontologues aujourd'hui sont obligés de commencer à le dire. La ressemblance ne fait pas la parenté. Donc on est ici, encore une fois, dans le domaine de l'imagination pure et simple, on est dans le domaine de la refabrication de la réalité à partir d'un parti pris. On a cité également les planches de Haeckel. Les planches de Haeckel, vous les connaissez toutes. Ce sont les fameuses planches donc des embryons humains, des embryons de lapins, des embryons de lézards, de salamandres, qu'on avait attrapés à différents moments de leur évolution. Ces planches ont été fabriquées par un homme qui s'appelle Haeckel, qui a été condamné pour ça. Et lorsqu'il a été condamné, il a dit « mais si moi je dois être condamné, c'est avec moi des centaines de chercheurs qui doivent être condamnés ». Autrement dit, il reconnaissait lui-même son mensonge. Qu'est-ce qui poussait les évolutionnistes à mentir de cette manière-là et à fabriquer des fausses preuves? Tout simplement cette idée de vouloir absolument prouver qu'ils avaient raison. Mais d'un autre côté, comme le font remarquer d'ailleurs aujourd'hui nombre de scientifiques, chaque cri de victoire, on a trouvé le fossile intermédiaire, c'est en fait une attestation de pauvreté. Parce que s'il y en avait tant que ça des fossiles intermédiaires, on n'a pas besoin de crier victoire chaque fois qu'on l'a trouvé. C'est en fait à chaque fois tout simplement qu'on trouve des espèces qui ressemblent plus ou moins à des espèces ayant disparu ou à des espèces vivantes, et que tout simplement ces espèces-là sont tout simplement des espèces voisines de celles existantes. Alors, parfois c'est même cocasse, comme on l'a dit pour le célocanthe, c'est que tout simplement on prétend que ces espèces ont disparu, et lorsqu'on repêche donc un représentant de cette espèce, on se rend compte précisément qu'il est toujours là et que effectivement l'examen des parties molles ou des parties dures suggère toujours le contraire de ce que l'extrapolation a voulu lui faire dire. À savoir qu'on n'a absolument aucun lien avec cet animal. Pour terminer donc cette séquence, je voudrais vous citer ce que dit le professeur Pierre-Paul Grasset, qui est donc un zoologue français, qui est le professeur de l'Académie française, le président de l'Académie française des sciences. Voici ce qu'il dit. Un examen objectif révélera que les explications fournies par la doctrine de l'évolution au niveau biologique ne sont pas exactes. Ou alors qu'ils ne sont pas exacts du point de vue des faits, ou alors qu'ils ne peuvent pas expliquer le problème qu'ils prétendent traiter. Autrement dit, lorsqu'on livre la théorie de l'évolution à des examens précis, qui ne sont pas seulement des examens sémantiques, parce que comme je vous l'explique depuis plusieurs clips, en vérité, ce qui se passe avec la théorie de l'évolution, c'est qu'on est beaucoup dans le jeu de mots, on est beaucoup dans le jeu conceptuel. Mais lorsqu'on les examine du point de vue, cette fois-ci, strictement scientifique, scientifique voulant dire ici chimique, biologique, on s'aperçoit que ou cette théorie est complètement inexacte,
ou alors elle n'a absolument pas les moyens de traiter de manière scientifique, comprenez par là, du point de vue de l'observation, ce qu'elle prétend expliquer. C'est un zoologue français, professeur de l'Académie française des sciences qui parle, Pierre-Paul Grincet. Je crois que c'est une attestation de vérité de la part d'un scientifique lui-même qui reconnaît que cette théorie n'est absolument pas capable de fournir d'explications sur l'origine du vivant. À très bientôt.